Enfin, il y a un troisième aspect qui me paraît assez fondamental, c'est que, et qui est relié aux deux précédents, c'est ce que j'appellerais le pluralisme de l'être. Nous sommes multiples, nous sommes divers. Alors je sais bien que ces discours-là ne sont pas généralement tenus, surtout dans un lieu comme celui-ci, mais j'en profite. Je n'avais pas l'intention de vous dire ça, j'avais l'intention de vous parler d'éducation civique à l'école, mais j'en dirai un mot dans nos 10 dernières minutes. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui me paraît fondamental. Je ne me réduis pas à une unité. Autrement dit, la propension de notre société aujourd'hui, c'est d'inscrire l'individu dans cette image que je disais tout à l'heure, une appartenance. Mais il n'y a pas que l'appartenance. Il y a le fait que les logiques à l'œuvre dans la vie privée d'une personne ou dans sa vie publique ne sont pas les mêmes. Et que nous voyons de plus en plus qu'on impute aux hommes publics la responsabilité de leur vie privée dans le jugement qu'on porte sur leur activité publique. S'ils ont commis des actes immoraux, des prévarications, tout ce que vous voudrez, bien entendu, ça doit affecter la confiance qui est portée dans leur personne. Mais leur vie privée ne regarde absolument personne. Et dans ce domaine, ce qui va au-delà de la vie publique et de la vie privée, vous voyez, parce qu'il introduit une idée qui s'est inscrite depuis, je dirais, la Renaissance et les débuts de l'humanisme jusqu'au XXe siècle et qui a été largement portée par l'ensemble de la littérature. Ce qui fait l'intérêt de la littérature, c'est de nous montrer qu'un individu est multiple et pluriel. Un roman dans lequel un nazi serait nazi dans la totalité de son existence, de ses pratiques, qui serait odieux, antipathique, infâme dans chacune de ses actions, serait un roman sans grand intérêt. Et d'ailleurs, un nazi tel que celui-là serait vite repéré, et assez vite quand même, j'espère, dans une société libérale comme la nôtre, en tout cas, écarté de la communauté des hommes. Mais nous savons que non. Nous savons que précisément ce qui caractérise l'individu, c'est cette pluralité. L'individu ondoyant et divers de Montaigne, ou bien la fameuse thèse de Proust dans le Contre Sainte-Beuve, dans lequel Proust dit, mais enfin écoutez, celui qui écrit n'est pas le même que celui qui aime, n'est pas le même que celui qui consomme, n'est pas le même que celui qui vote. Hein. J'avais un ami qui battait sa femme et qui votait le canuet. Bon, voilà, voyez ce que je veux dire. J'essaie de vous donner cet exemple pour faire passer cette idée qui est absolument fondamentale au respect de la liberté d'autrui. Vous tuez un bonhomme à partir du moment où vous voulez l'enfermer dans tout ça. Or, c'est ce qui se passe en permanence dans la presse, c'est ce qui se passe en permanence dans les médias, sur Internet, etc., etc. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je n'ai pas voulu faire de politique, parce que ma vie privée est tellement inavouable que je dis ça évidemment sur Internet, que c'est ça excluait pour la moindre possibilité pour moi de faire une carrière. Non, mais on en arrive vraiment à des situations qui, c'est une des explications de l'extrême difficulté aujourd'hui de trouver en politique des hommes et des femmes qui aient le courage d'aller jusqu'au bout, d'affronter tout ça face à des médias qui projettent de même une idée qui ne correspond absolument pas à la diversité de ce qu'ils sont. Alors je reviens à Proust dans son Contre Sainte-Beuve. Donc Proust disait ça. Et regardez aujourd'hui, par exemple, j'ai de très très bons amis philosophes qui ont une admiration profonde pour la pensée de Heidegger et qui néanmoins, évidemment, condamnent absolument les engagements de Heidegger dans le champ du politique. Nous connaissons tous des gens prodigieusement intelligents dans un domaine et puis parfaitement stupides dans d'autres, etc., etc. Or, il n'y a pas de vie en société possible à partir du moment où on subsume chacun donc à un critère qui le réduise à l'unité. D'où aussi une autre raison de ma méfiance à l'égard de ce mot d'identité. Car voilà, et ce mot d'identité qui est également porté par les religions. Et il y a à cet égard d'ailleurs quelque chose, mais ici parce que je m'unifie bien sûr, il y a un jeu qui m'unifie, mais pas à moi.
Freud a montré que le moi a plusieurs instances, il a des différents niveaux, il est multiple, il est divers. Mais le jeu m'unifie, ça bien sûr, il faut bien qu'il y ait quelqu'un de responsable. Sinon, je pardonnerai tout à mes amis religieux et qui portent calotte, kippa ou tout ce que vous voudrez, hein, cher. Voilà. Donc, l'idée que je voudrais faire passer à travers ça, c'est que il y a un très grand risque, précisément, de réduire l'individu à une unité que les religions exigent, il faut bien le reconnaître, de celui-ci. Alors, comment faire passer maintenant ces valeurs en 3 mots? J'ai parlé 20 minutes, là. Presque 20 minutes. Bon, comment faire passer ces choses? Elles sont complexes. Vous voyez qu'elles exigent énormément de respect de l'autre. Car tout ce que je vous ai dit, quand même, se résume à cela. Ça exige énormément de respect d'autrui, puisqu'il faut savoir quand même séparer et distinguer à l'intérieur de l'autre et prendre en compte dans toutes ses facettes l'exercice de sa liberté. Si on le faisait d'emblée, dans une classe, j'entends ici les profs qui me diraient que, comme dit fréquemment et volontiers Luc Ferry, il sortirait en tutu de la classe parce que à respecter chaque élève dans la diversité de ses facettes, non, justement. L'école, c'est un lieu précisément dans lequel le prof n'a à voir qu'à un aspect de l'élève. Et c'est pour ça que vous avez commis cet admirable lapsus, monsieur le ministre, qui était transmission des savoirs, avez-vous dit, et non pas des valeurs. Un prof qui voudrait transmettre des valeurs en tant que telles, en écrivant comme les maîtres de la Troisième République au tableau noir, liberté, bon, très bien, alors vous voyez, on a vu un peu, c'est compliqué. Égalité, on a vu, c'est très compliqué. Je n'ai pas encore parlé d'ailleurs en provocation, vous me relancerez peut-être là-dessus, des discriminations positives. Enfin bon, ça fait partie des quotas et de tout le reste que je récuse. Et fraternité. Fraternité, la République n'a jamais su quoi fiche de la fraternité. Parce que la fraternité, c'était soit la nation en armes, soit l'enseignement religieux. Donc, ça explique pourquoi, à la fin du XIXe siècle, Pierre Larousse disait la fraternité, ça ne peut pas être imposé par la loi. Qu'est-ce qu'on peut faire de la fraternité? Bon. Et par ailleurs, Léon Bourgeois a dit peut-être que le mot solidarité, le solidarisme, c'est mieux. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la notion de solidarité. Bon, le prof ne va pas écrire tout cela au tableau noir devant ses enfants. C'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus irréalisable. Alors la thèse que j'ai soutenue dans ce rapport sur l'éducation civique, éducation civique à l'école, c'est 2 choses. D'une part, le maître doit transmettre des savoirs. Dans ces savoirs, le principal, c'est évidemment lire, écrire et compter, mais lire, écrire. La montée de l'analphabétisme dans notre société est d'autant plus préoccupante que les élites, en particulier en France, sont de mieux en mieux formées. J'atteste, pas du tout pour rendre hommage à mes anciens étudiants, mais pour rendre hommage aux actuels, que les étudiants de Sciences Po sont d'une qualité incomparablement supérieure à ce qu'ils étaient naguère. C'est tout à fait étonnant. Comme capacité d'intelligence, de mise en relation entre les choses, comme ouverture d'esprit, imagination, inventivité. Mais ça, c'est les élites. Les catégories médianes, en France, se situent de manière tout à fait comparable avec tous les autres pays. Le vrai problème, ce sont les étudiants qui sortent de l'école sans avoir aucun diplôme tous les ans et dont le chiffre est impressionnant. C'est de l'ordre de 130 000, je crois, quelque chose comme ça. Et d'un autre côté, c'est la montée, tous les ans, de 0,2, 0,3% de plus de l'analphabétisme, mais du vrai analphabétisme, hein, c'est-à-dire vraiment l'incapacité de déchiffrer un texte, ne parlons même pas de se l'approprier. Alors ça, c'est déjà le b.a.-ba.
La deuxième chose qu'il faut apprendre aux enfants, mais là peut-être le ferai-je sous la forme de questions-réponses, si vous voulez bien, ce sera plus vivant que de faire un inventaire et un cours d'éducation civique. Une des choses qui nous est reprochée le plus en France, c'est d'enseigner justement les principes et les valeurs sans les actualiser dans une pratique. Or, en fait, déjà le plan Langevin-Wallon disait en 1947 que c'est à travers la pratique et l'actualisation dans la pratique et dans les relations des enfants entre eux que s'apprennent la reconnaissance, le respect de l'autre, que s'apprennent le mien et le tien, les notions de justice, que s'apprennent les notions d'égalité, et ainsi de suite. Et c'est dans la pratique, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de plus en plus jeune. L'éducation civique doit commencer dès la maternelle. C'est déjà le cas hein, dans les programmes, de plus en plus. Mais si on ne commence pas de plus en plus jeune, il faut penser à tous les jeunes qui se trouvent dans des situations défavorisées, comme disait le président Pompidou, qui sortent de l'école où on leur aura parlé de justice, d'égalité, de le tien, le mien, etc., et qui se retrouvent dans un environnement où le père est chômeur, où la mère l'est aussi vraisemblablement, où l'alcool circule, où la drogue circule, puisque la drogue est un désastre absolument colossal qui représente des milliards d'euros de trafic qui passent par les mains malheureusement d'intermédiaires de plus en plus jeunes qui ont pour idole des gamins qu'ils voient vivre sur un grand pied, des post-adolescents mais qui ne sont pas adultes, qui roulent dans des voitures éblouissantes. Et le prof, par rapport à ça, c'est un guignol, c'est quelqu'un qui ne respecte absolument pas. Donc si on ne commence pas le plus tôt possible ce type de transmission et ce type de formation, on risque alors là, pour le coup, de creuser le fossé. Précisément, qui est déjà suffisamment grand hein, pour qu'aujourd'hui on pense justement à des formules à mon sens dangereuses et qui trahissent les valeurs et les principes comme les discriminations positives, etc. J'y reviendrai volontiers par rapport à l'expérience de Sciences Po, par exemple, des EP, ou par rapport à l'expérience, à mon avis, plus intéressante menée par l'ESSEC, de la remise à niveau en amont des enfants qui n'ont pas accès aux perspectives d'une formation supérieure. Il y a là évidemment un champ immense et qu'on peut faire, à mon sens, j'en suis convaincu, dans le respect des principes que je viens d'évoquer. Une dernière remarque peut-être pour dire que jusqu'à présent, on considérait l'école comme un sanctuaire. Or, pour les raisons que je viens de dire, ça devient de moins en moins possible. Il n'est pas possible, si vous voulez, les enfants ne peuvent plus aujourd'hui entrer à l'école en se déchargeant totalement des préjugés, des soucis qu'ils ont acquis à l'extérieur de l'école. Et ça veut dire donc qu'à l'intérieur de l'école, il faut de plus en plus, je crois qu'il y a des associatifs ici qui participent à cette réunion, de plus en plus que les associations puissent être amenées à apporter leur expérience. Le prof tout seul, face à ses élèves, ne peut plus suffire. Il a besoin d'aide pédagogique, d'aide de toutes sortes. Il a besoin de classes moins nombreuses. On le sait, on le dit, on le répète. La crise économique n'aide pas toujours nécessairement à répondre à cette question, ni parfois des vieux préjugés ancrés chez les syndicats. Pendant longtemps, on considérait, vous savez, qu'une classe de 25-30 élèves était gérable. Ça n'est plus. C'est fini aujourd'hui, c'est plus possible, quasiment plus possible, sauf évidemment, sauf exception. Voilà les remarques préalables que je souhaitais faire à cet exposé un peu comme ça. Et puis une dernière chose. J'ai dit lire, écrire, et puis à mesure que les esprits mûrissent, le par cœur. On nous dit bien souvent, l'apprentissage par cœur, ça ne sert à rien, parce qu'ils ne comprennent pas, évidemment qu'ils ne comprennent pas. Mais quelle joie quand on a dépassé la soixantaine et qu'on comprend des trucs qu'on a appris par cœur quand on avait 5 ans.
C'est une merveille. Hein. Les Fables de La Fontaine font évidemment partie de ce répertoire-là. Mais d'une manière générale, l'enseignement littéraire a été tellement sacrifié au bénéfice des sciences, des mathématiques, etc. Et bien sûr qu'il ne faut pas les sacrifier, qu'on a de plus en plus besoin d'innovation et de chercheurs. Bon. Mais enfin, bon, l'un des plus grands mathématiciens que je connaisse, qui est Alain Cohn, quand je lui demandais quel était son principal instrument de travail, il me disait que c'était son lit. Et il s'étend sur son lit, n'est-ce pas? Et puis là, il réfléchit, il médite. Et je me dis que dans ses méditations, s'il pouvait se caser quelquefois, une pensée de Pascal ou un vers de Verlaine, ce serait peut-être pas plus mal. Voilà, je vous remercie. Votre brillant numéro sur l'identité a réduit forcément un peu le temps imparti à la transmission des valeurs. Alors, il y en a... La tentation était trop grande. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Parmi ces valeurs ou principes, il y en a une qui me semble, moi, qualitativement essentielle, fondamentale même d'une civilisation, c'est l'égalité entre les sexes. Est-ce que les enseignants ont, à votre avis, aujourd'hui, la capacité de faire partager à tous leurs élèves cette valeur d'autonomie et de dignité? Suis-je le mieux placé pour répondre à cette question? Peut-être. Peut-être non. Je crois, si vous voulez, bien sûr, qu'est-ce que j'ai véhiculé comme préjugé en la matière et dont j'ai du mal à me défaire, mais que je ne regrette pas toujours d'ailleurs. Mais enfin, il est vrai, qu'est-ce que j'entends par là? Les mœurs ont une capacité de résistance très forte. Et il est évident que les profs doivent veiller. Mais ça m'agace, je l'ai mis dans mon rapport. Mais ça m'agace de devoir l'écrire comme ça. Les profs doivent veiller effectivement à ne pas prendre d'exemples ou adopter de méthodes de notation ou des discours de différenciation tels qu'ils assignent à la petite fille son rôle de petite fille, au petit garçon son rôle de petit garçon. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Malheureusement, il y a une résistance des mœurs extrêmement forte et des discours qui fait que... et puis même, écoutez, alors là, est-ce qu'on va lire La princesse de Clèves, pour prendre un exemple au hasard, à la lumière du rapport homme-femme, je veux dire, en portant un jugement sur l'œuvre du point de vue de gender studies. Vous voyez, moi ça me gêne un peu, d'abord parce qu'on pourrait faire une analyse structurale tout à fait réussie, qui fonctionnerait, je vous assure, on peut le faire, mais en dehors de cette séance, qui est une séance sérieuse, entre la princesse de Clèves et la chanson Cuisse de mouche de Pierre Perret, mais qui est beaucoup plus actuelle, vous reconnaîtrez. Mais cette plaisanterie de mauvais goût mise à part, nous avons dans tout un bagage littéraire que nous transmettons des préjugés, des choses. Alors on peut dire effectivement attirer l'attention des étudiants là-dessus. Alors est-ce que les jeunes élèves, il faut systématiquement leur indiquer, si vous voulez, que dans la société il y a des oppresseurs et des opprimés et des bons et des méchants? Moi, je me pose souvent la question. Quand j'ouvre un manuel d'éducation civique, je tombe d'emblée sur la liste des méchants. Alors, il y a le racisme, il y a les droits des jeunes, des enfants en particulier. Vous savez très bien comment ces textes ont été pris. Ça a été dans un moment tragique où il s'agissait de prendre la défense d'enfants qui étaient maltraités et dont on découvrait la maltraitance à l'occasion de l'horrible mort d'une jeune Colombienne, n'est-ce pas, embourbée sous les regards des caméras. Et on avait dépensé, pour déplacer des caméras, des sous qu'on n'avait pas consacrés à sauver cet enfant. C'était atroce. Il était évident qu'il fallait faire à ce moment-là une déclaration des droits des enfants dans laquelle je me rappelle qu'un autre étudiant, Barouin, et oui, avait joué un rôle tout à fait impressionnant. Donc, bien, en effet, il y a là des textes importants. Mais si on commence par apprendre aux enfants ce qui est mal,
qu'on commence par leur donner envie d'admirer ce qui est beau, ce qui est intelligent, ce qui est profond, ce qui est subtil, ce qui est complexe, ce qui historiquement peut-être s'est présenté sous un jour qui ne nous est pas familier. Mais qu'on ne vienne pas faire une relecture de l'histoire, des œuvres de l'esprit. Je renvoie ici à ma séparation entre les ordres, hein, au nom de critères qui, aujourd'hui, apparaissent comme d'autant plus légitimes que, je veux dire qu'on approche du but. Il ne faut pas exagérer non plus. Bien sûr qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais on approche du but. C'est la loi de la frustration relative. Plus on approche du but, plus le sentiment de frustration est élevé parce qu'on ne l'a pas atteint. Vous voyez? Mais je ne pense pas du tout, en tout cas, qu'on puisse avancer dans le sens d'égalité homme-femme à partir du moment où on tient un bilan de l'actif et du passif selon les périodes. Il faut quand même être peut-être un petit peu plus reconnaissant que cela envers le bagage qui nous a été laissé, parce que sans les valeurs qui nous ont été transmises, peut-être qu'aujourd'hui, nous ne poserions justement pas le problème d'égalité entre les hommes et les femmes comme nous le faisons. Peut-être que Stendhal a été un moment important dans ce parcours, peut-être même que Kierkegaard, en raison même de son inexpérience, nous a appris beaucoup de choses de ce que nous aurions intérêt à ne pas savoir.